après, qui sont très longs. Allez, midi 20. Du coup, on est le 26 septembre 2023. La troisième lecture de Lise Bourbeau. Midi 20. Du coup, on va aller jusqu'à la page 90. Il y en a 150, quelques rappels, 150 et quelques. Du coup, on va lire en deux fois, en deux parties. Du coup, on a déjà lu la responsabilité, l'engagement et la culpabilité. La semaine dernière, on a lu les relations parents-enfants, les relations intimes, je ne l'ai plus, et les peurs et les croyances, je ne l'ai plus le livret. On va lire le reste après. Du coup, on va lire celui-là. Le sommaire. Lise Bourbeau, les émotions, les sentiments et le pardon. Remerciements. Merci à tous ceux et celles qui assistent à mes conférences et ateliers grâce à votre recherche d'une meilleure qualité de vie, à votre intérêt pour les enseignements d'Écoute ton corps et à vos multiples questions. J'ai pu créer cette collection Écoute ton corps. Un grand merci aux personnes très spéciales qui collaborent avec moi depuis le début et qui ont permis de réaliser tous les livres parus à ce jour. Sommaire. Préambule, page 31. Il est important de lire ce qui suit avant d'entamer la lecture de ce livre. Comme il existe beaucoup de confusion dans l'interprétation des mots, émotions, sentiments, sensibilité, senti, voici la définition de chacun de ces termes selon l'enseignement d'Écoute ton corps. Émotion. Une émotion est le résultat d'une activité du plan mental. Une personne a une émotion lorsqu'elle a peur pour elle-même, à la suite du fait qu'une de ses croyances a pris le dessus et suscite de la peur en elle. Cette peur empêche la réalisation d'un désir, ce qui a pour effet de bloquer l'énergie du corps émotionnel qui doit être utilisée pour aider l'humain à réaliser ses désirs. On peut donc en déduire que derrière toute émotion vécue, il y a eu de la peur. Il y en a plus de la peur il y a en plus de la peur qui en général a peur de ne pas être aimé. Sentiment. Un sentiment provient de la faculté que possède l'être humain de sentir par son corps émotionnel qui réagit toutes les sensations captées par les cinq sens physiques sans qu'une personne se permette de ressentir quelque chose, sans qu'une activité mentale d'accusation prenne le dessus. La sensation appelée sentiment est bien gérée car elle ne bloque pas l'énergie du corps émotionnel. Comment différencier émotion et sentiment? Vous pouvez ressentir un sentiment de peur, de peine, de joie, etc. ou une émotion de peur, de peine, de joie, etc. Exemple. Lorsque vous vivez une peine, que vous demeurez en contact avec ce que vous vivez, tout en vous permettant de ressentir cette peine, vous pouvez dire que vous ressentez un sentiment de peine, car il est très bien géré par vos corps mental, émotionnel et physique. Cette peine n'est pas néfaste. Par contre, lorsque vous ressentez de la peine et que votre corps mental prend aussitôt le dessus, en disant ou en pensant que ce n'est pas juste, que vous ne comprenez pas, etc., ce sentiment devient alors une émotion. Pourquoi? Parce que vous avez peur pour vous-même et que vous accusez quelqu'un d'autre ou que vous vous accusez. Cette attitude mentale vous empêche d'exprimer votre désir d'être heureux, de lâcher prise ou d'aimer inconditionnellement. Voilà pourquoi une émotion n'est jamais bénéfique. Elle a fini souvent par créer un blocage dans le corps physique, donc un malaise ou une maladie. Sensibilité. La sensibilité est la faculté d'un corps émotionnel de pouvoir sentir et ressentir. L'humain utilise sa sensibilité pour vivre un sentiment, une émotion. Dans le cas d'un sentiment, il sent avec tout son être et demeure observateur de ce qu'il ressent. Dans le cas d'une émotion, l'analyse, la critique et l'accusation prennent le dessus et l'énergie se concentre davantage dans le plexus solaire. Sa sensibilité est donc mal utilisée car elle ne peut circuler librement. Elle est trop concentrée dans le plexus solaire. Voilà pourquoi une personne sensible qui apprend à observer sa sensibilité demeure bien centrée, même si ce qu'elle observe n'est pas agréable. Le fait de demeurer centrée lui permet de trouver à la fois rapidement et lucidement une solution au problème auquel elle est confrontée. Sensiblerie. La sensiblerie est de la sensibilité exagérée et déplacée. Les gens qui se disent hypersensibles ou hyperémotifs éprouvent en général de la sensiblerie. Cet état se retrouve surtout chez les personnes qui croient avoir la responsabilité de rendre les autres heureux. Senti. J'utilise parfois le mot sentir dans mon enseignement, bien que ce mot n'existe pas dans le dictionnaire.
C'est tout simplement un nom dérivé du verbe sentir. Il est très utile pour décrire ce qu'une personne sent ou ressent. Dans une expression comme je suis dans mon senti, la personne exprime bien qu'elle n'est pas en train de penser, mais plutôt en train de sentir. Page 35, Introduction. Les questions contenues dans ce livret m'ont toutes été posées par des hommes et des femmes comme vous lors de mes conférences et de mes cours. Ce recueil a été conçu pour vous assister dans la mise en pratique des notions déjà couvertes dans mes livres Écoute ton corps, ton plus grand ami sur la terre, Écoute ton corps, Tom encore. Si vous ne les avez pas encore lus, je vous suggère fortement de le faire avant d'entamer la lecture des pages qui suivent. Pour tirer vraiment avantage de ce livre, lisez chaque question et trouvez d'abord votre propre réponse avant de lire la mienne. Vous remarquerez qu'il y a plus de questions provenant du sexe féminin que du sexe masculin. Ne vous laissez toutefois pas perturber par cela, parce que la grande majorité de ces questions auraient pu aussi bien être posées par des hommes que par des femmes. De plus, vous remarquerez que dans plusieurs réponses, je fais référence aux étapes du pardon suggérées à la fin du livre. Cela est intentionnel car certaines personnes ne lisent que les questions et réponses qui les concernent pour commencer. Certaines des questions de ces livres peuvent se retrouver dans les autres livres de cette collection puisqu'elles touchent des thèmes étroitement liés. Bien que la peur et la culpabilité soient aussi des émotions, elles sont à peine évoquées dans ce livre parce que ces sujets ont déjà été couverts en profondeur dans les livres numéros 2 et 3 de la même collection, qui s'intitulent respectivement « La responsabilité, l'engagement et la culpabilité », déjà lu la semaine dernière, et « Les peurs et les croyances », que je n'ai plus. Toutes les réponses données dans ce livre sont fondées sur une approche qui a fait ses preuves et qui est au cœur de la philosophie et de vie enseignée par le Centre Écoute ton corps. Je ne prétends pas avoir la réponse à tout, mais avant de vous dire je suis sûre que cette solution n'apportera pas le résultat que je veux, je vous suggère fortement de l'expérimenter au moins 3 fois avant de le mettre de côté. Ne laissez pas votre mental vous jouer des tours. Laissez plutôt votre cœur décider et non la peur qui est créée par l'ego. Si vous persistez à n'utiliser que ce que vous avez appris dans le passé pour gérer votre moment présent et que vous n'expérimentez rien de nouveau, ne soyez pas surpris si très peu de choses se transforment pour le mieux dans votre vie. Vous voulez de l'amélioration, choisissez alors de vivre de nouvelles expériences. Bonne chance avec amour, Lise Bourbeau. Page 37. Lise Bourbeau répond à vos questions sur les émotions, les sentiments et le pardon. Selon moi, la joie est toujours agréable. Comment peut-elle devenir une émotion? La joie devient une émotion lorsque vous laissez l'intellect prendre le dessus. Vous vivez un moment de joie intense et vous commencez à dire ou à penser pourvu que ça dure, ou pourquoi ne puis-je pas vivre cela plus souvent, ou je ne mérite pas toute cette joie, il va sûrement m'arriver un malheur. Chacune de ces phrases prouve que vous utilisez votre mental de façon à vous empêcher d'exprimer votre désir de vivre pleinement votre moment présent. Cela se fait tellement vite que la plupart des gens n'en sont même pas conscients. D'où l'importance de devenir plus conscient des pensées que vous nourrissez. Je vous suggère fortement de lire le 3e livre de cette collection qui s'intitule Les peurs et les croyances. Est-il possible d'arriver un jour à ne plus avoir d'émotions et si oui, comment? Selon moi, oui, c'est possible, mais cela demande beaucoup d'amour inconditionnel envers soi-même et les autres. Pour y arriver, vous devez exprimer vos émotions dans l'amour sans accusation. C'est la seule façon que je connaisse qui permette de ne plus vous retrouver dans des situations qui vous feraient revivre les mêmes émotions. À la fin de ce livre, vous trouverez les étapes à suivre pour exprimer une émotion telle qu'elles sont enseignées dans toutes les activités d'Écoute ton corps. Quelle différence y a-t-il entre exprimer une émotion et demander pardon? Il n'y a pas de différence car pour exprimer une émotion dans l'amour, vous devez vous pardonner à vous-même ou pardonner aux autres, étant donné qu'il y a toujours de l'accusation lorsqu'une émotion est présente. Vous parlez souvent de cordon à couper avec les parents. Comment puis-je savoir si j'ai effectivement un cordon à couper avec un de mes parents ou avec les deux? Un cordon, c'est une rancune qui n'a pas été dépassée contre un parent. Cette rancune crée un cordon, c'est-à-dire un lien invisible qui rattache les deux personnes concernées à ce problème. Ce cordon a pour effet de nous faire reproduire sans cesse les mêmes schémas qui nous exposent à ces problèmes. La personne qui est régulièrement victime du rejet, de l'injustice ou de l'indifférence, de nombreuses autres est assurée d'avoir un cordon à couper avec l'un de ses parents. Pour savoir le cas, je vous suggère de vous demander si ce problème se présente le plus souvent avec le sexe masculin ou avec le sexe féminin. Si c'est avec le sexe masculin, par exemple, c'est une rancune contre le père, ou la personne ayant joué le rôle du père
lorsque vous étiez jeune ou que vous devez dépasser. Un cordon n'existe qu'avec le parent et la personne ayant joué le rôle du parent. Tant que ce lien invisible n'est pas coupé, cela nous fait avoir beaucoup d'émotions avec les autres. Voilà comment vous pouvez vérifier si vous avez un cordon à couper. Vous pouvez suivre les étapes du pardon avec une personne autre que votre parent et c'est grâce à ce pardon que vous arriverez à couper le cordon avec votre parent, comme expliqué avec la 7e étape suggérée à la fin de ce livre. Vers l'âge de 2 ans, j'ai décidé que je n'avais besoin de personne. Mon frère et ma sœur refusaient de jouer avec moi et je ressentais beaucoup de colère à cause de cela. Aujourd'hui, cette colère persiste quand je me retrouve seule. Que faire pour être moins possessive avec les autres? Comment pouvez-vous vous attendre à ce que les autres s'occupent de vous alors que vous vous rejetez depuis l'âge de 2 ans? Ce qui se dégage de vous, c'est « je n'ai besoin de personne ou personne ne m'aime ». Votre entourage le ressent et respecte votre décision. Vous ne pouvez en vouloir à personne d'autre qu'à vous-même. Pour transformer cette situation, vous devez surtout apprendre à vous aimer, à travailler sur l'estime de vous que vous portez. Pour cela, commencez par faire une liste de toutes les qualités que vous pouvez vous trouver du point de vue de l'avoir et du faire et de l'être. Ensuite, intitulez cette liste de vos qualités. Voici les raisons pour lesquelles je suis aimable. Chaque soir, avant de vous endormir, relisez cette liste à voix haute au moins 3 fois. La réécrire est encore plus efficace. Complétez cette liste au fur et à mesure que vous retrouverez d'autres qualités. Selon le degré de résistance de votre ego, vous finirez peu à peu par croire aux qualités sur cette liste. L'énergie qui se dégagera autour de vous sera différente et vous attirerez des réactions différentes de votre entourage. Comment expliquer que la simple action de faire un compliment ou d'en recevoir un m'amène à pleurer? D'ailleurs, tout me fait pleurer, un film, une chanson, etc. Lorsqu'une personne n'arrive plus à contenir ses larmes, c'est habituellement dû au fait qu'elle s'est trop retenue plus jeune. Il y a une limite au contrôle que l'on peut exercer sur soi. Tôt ou tard, la personne qui se contrôle finit par perdre le contrôle. D'après votre question, je déduis que vous êtes une hypersensible. Il n'y a aucun mal à cela. Non, il n'y a aucun mal. Par contre, si vous êtes hyper émotive, cela s'avère plus nuisible. Pour savoir si vous êtes hyper émotive, vérifiez si une activité mentale se produit lorsque vous pleurez. Y a-t-il une peur, un jugement, une accusation, surtout face à vous-même? Sinon, je vous suggère de vous accepter, c'est-à-dire de vous donner le droit d'être hypersensible. Informez-en à votre entourage et en vous donnant le droit de laisser sortir vos larmes, votre situation va se régulariser. De toute façon, le surplus refoulé doit être évacué un jour ou l'autre. Vous accuser est le meilleur moyen pour vous assurer que cela continue. Si vous êtes hyper émotif, suivez les étapes suggérées à la fin de ce livre pour exprimer une émotion. Quelle est votre approche thérapeutique pour soigner la sensibilité à la douleur en dehors du conditionnement mental? Une sensation peut être envahissante sans que nous en ayons le contrôle. Qu'en pensez-vous? Si pour vous, vous conditionner mentalement signifie contrôler ce que vous ressentez, vous agissez de sorte à renier votre sensibilité. Vous reniez donc une partie importante de vous-même qui est votre corps émotionnel. Une sensation devient envahissante seulement quand on la juge, quand on veut la changer ou s'en débarrasser. Bref, quand on ne l'accepte pas. Cette attitude prouve que vous avez peur, donc que vous êtes dans une situation de non-pouvoir où vous n'êtes plus centré. L'approche d'écoute ton corps consiste à regarder, à observer toute sensation sans la juger comme étant envahissante. L'observation de soi-même, c'est la maîtrise de soi. Au lieu de vouloir vous contrôler, ce qui implique nécessairement le refoulement d'une partie de vous-même, apprenez à vous maîtriser, c'est-à-dire à observer ce qui se passe au niveau de votre mental, de votre ressenti et de votre corps physique. Pour vous habituer à le faire, je vous suggère au début de prendre le temps d'écrire tout ce qui se passe en vous. Vous découvrirez que lorsqu'il n'y a que de l'observation sans jugement, sans peur ou sans accusation, ça ne prend que quelques minutes pour explorer la partie souffrante et en saisir l'utilité. Si vous demeurez véritablement dans l'observation sans attente, vous continuerez à sentir ce qui se passe, mais sans douleur. Libre à vous ensuite d'ajuster votre façon de penser comme vous le souhaitez. Je panique lorsque ma petite amie téléphone. Je mets le répondeur car je ne me sens pas capable de l'affronter. Comment dominer mes émotions pour pouvoir communiquer? Le moyen le plus rapide et le plus efficace pour y parvenir est d'avouer à votre ami ce que vous vivez. Mais d'abord, vous devez vous donner le droit de ressentir ces émotions. Faites le bilan des peurs qui vous habitent sans vous accuser, ni vous juger de les avoir.
Sachez que de nombreux jeunes garçons et jeunes filles, même certains adultes, vivent la même chose. Avouez ensuite ces peurs à votre ami. Vous aurez peut-être peur de la voir se moquer de vous ou de ne pas être compris, mais il est important de le faire quand même. Dites-lui aussi que vous craignez sa réaction. Si cela peut vous aider, j'ai constaté que nous sommes tous attirés par des personnes qui ont les mêmes peurs que nous. La seule différence est que certaines personnes sont plus conscientes de leurs peurs que d'autres et que chacun les exprime différemment. Votre amie a peut-être les mêmes peurs que vous, mais comme elle a plus de courage, elle ose les affronter en vous appelant. En acceptant vos peurs et en lui expliquant ce que vous ressentez, cela ne peut que l'aider à faire la même chose avec ses propres peurs. Même si elle ne le fait pas tout de suite, elle aura au moins un modèle à suivre pour le faire elle-même par la suite. J'ai des difficultés à différencier mes émotions de celles des autres dans le sens où je capte facilement leur énergie. Que faire pour remédier à cela? Il y a deux raisons principales pour lesquelles une personne capte facilement les émotions des autres. La première, c'est lorsque l'émotion de l'autre vient réveiller ou raviver, ça ravive, vos propres émotions non gérées, c'est-à-dire celles que vous avez déjà vécues, mais que vous n'avez pas encore exprimées et ou pardonnées. La deuxième raison, c'est lorsque vous vous sentez responsable du bonheur de l'autre, c'est-à-dire lorsque vous croyez que vous devez absolument trouver un moyen pour que l'autre ne souffre plus. Pour remédier à cela, commencez par admettre que l'émotion de l'autre vous appartient aussi. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à suivre les étapes mentionnées à la fin de ce livre. Si vous êtes du type à vous sentir responsable des autres, il est important que vous appreniez la notion de responsabilité. Je vous suggère de lire le deuxième livre de cette collection, La responsabilité, l'engagement et la culpabilité, déjà lu. Pourquoi m'est-il si difficile de pardonner à quelqu'un qui m'a fait du tort? En général, lorsqu'une blessure fait mal au point que vous avez des difficultés à pardonner, c'est que cette blessure se répète depuis votre plus jeune âge. Ce genre de blessure est presque toujours causé par une croyance générant un sentiment de rejet, d'abandon ou d'injustice. J'ai bien dit croyance. Cette croyance mentale est ce qui vous enjoint à ne pas pardonner. Elle vous fait croire qu'en ne pardonnant pas à l'autre, vous réussirez à le punir. Malheureusement, c'est l'inverse qui se produit. C'est la personne qui continue d'en vouloir à l'autre ou à lui garder rancune qui souffre le plus. Elle peut même en devenir malade à la longue. Je vous suggère fortement de reprendre contact avec votre cœur en suivant les étapes du pardon suggérées à la fin de ce livre. Je passe mon temps à pardonner à mon conjoint après qu'il a consommé trop d'alcool. Bien qu'il le regrette vraiment sur le moment, il recommence toujours. Dois-je passer ma vie à lui pardonner? C'est lui qui demande pardon et c'est moi qui souffre. D'après votre question, je constate que vous ne pardonnez qu'avec votre tête et non avec votre cœur. C'est pour cette raison que cette situation se répète. Mentalement, une partie de vous, une croyance, dit qu'il est mal de boire trop d'alcool. Cette partie dit je te pardonne cette fois, mais à la condition que tu ne recommences plus. C'est un pardon conditionnel, donc mental. Un pardon fait avec le cœur est toujours inconditionnel. Au lieu de pardonner de cette manière à votre mari, je vous conseille plutôt de porter plus d'attention aux besoins que vous avez de vous pardonner vous-même, car la dépendance de votre conjoint vient vous rappeler votre propre dépendance que vous ne voulez pas voir et encore moins accepter. Quelle est votre ou vos dépendances? Le sucre, les médicaments, l'alcool, la cigarette? Contrôlez-vous vos dépendances pour ne pas les voir. Êtes-vous dépendant de votre conjoint, de sa présence, de sa dépendance envers vous? Lorsque vous aurez trouvé votre ou vos dépendances, donnez-vous le droit de les avoir en sachant que vous êtes sur Terre pour grandir et que ce n'est pas parce que vous avez encore une ou plusieurs dépendances que vous êtes une mauvaise personne. Il vous sera ensuite beaucoup plus facile d'avoir de la compassion pour votre conjoint. Vous pourrez sentir sa souffrance, sa douleur, ses limites et surtout son incapacité actuelle à se priver de sa dépendance. Après avoir suivi les étapes du pardon suggérées à la fin de ce livre, vous saurez si vous pouvez continuer à vivre avec votre conjoint. Vous saurez si vivre avec sa dépendance à l'alcool est au-delà de vos limites. Reconnaître et respecter vos limites est une marque d'amour envers vous-même. Quand il n'y aura plus d'accusation entre vous et votre conjoint, il vous sera alors plus facile de prendre ensemble la meilleure décision concernant votre relation. Je suis souvent en colère. Comment mettre le doigt sur la véritable cause de ma colère? En général, les personnes qui ont le plus de colère intérieure sont du type idéaliste. L'idéaliste exige beaucoup trop de lui-même. Il semble être un éternel insatisfait parce que ce n'est jamais assez bien fait, bien dit, bien pensé, etc. Sa colère est presque toujours dirigée contre lui-même plutôt que contre les autres.
Si c'est votre cas, vous devez apprendre à travailler de façon plus détendue et vous permettre parfois de ne pas terminer ou de ne pas vérifier un travail. De plus, faites-vous au moins 10 compliments par jour. Après 27 ans de mariage, mon mari est parti avec une jeune fille de 20 ans. Comment se fait-il que je déteste cette fille et non mon mari? J'ai des fantasmes dans lesquels je me vois la défigurer. Moi, c'est Camilla. Comment faire pour être indifférente? N'essayez pas d'être indifférente car vous ne l'êtes pas. Vous forcer pour en donner l'impression reviendrait à vous contrôler. Vous vous placeriez ainsi dans une situation où vous finiriez par perdre le contrôle. En vouloir à la jeune fille plutôt qu'à votre mari est un signe de jalousie. La jalousie se distingue de l'envie par le trait suivant. La jalousie se manifeste envers une tierce personne, tandis que l'envie n'implique que deux personnes. La jalousie que vous exprimez provient du fait que vous en voulez à cette tierce personne de vouloir s'approprier ce que vous croyez être votre bien, en l'occurrence votre mari. L'envie, de son côté, se ressent lorsqu'une personne souffre du fait de ne pas posséder la même chose que quelqu'un d'autre. Le fait d'être jalouse prouve que vous êtes trop possessive, trop dépendante. C'est une émotion très effroutante pour un conjoint. Sans vouloir donner raison à votre conjoint, il a dû ressentir ce désir de posséder, de possession, émanant de vous et il a décidé de s'en éloigner. Cependant, comme il n'a pu résoudre cette situation avec vous, il est très probable qu'il a été attiré par une autre femme possessive pour qu'elle puisse s'occuper de ce qui l'étouffe. Par contre, ce qu'il vit avec cette jeune fille ne vous regarde pas. Ils devront gérer eux-mêmes leur propre vie. En ce qui vous concerne, il est très important pour vous de vous débarrasser de cette jalousie car que vous viviez en couple avec votre conjoint actuel ou avec un autre homme, vous ne sauriez pas plus créer votre bonheur. La jalousie est une maladie de plan affectif et il est important de s'en occuper. Faites-vous à l'idée que vous n'avez aucun droit sur personne sur cette terre et que votre mari ne vous a jamais appartenu et qu'il ne vous appartiendra jamais. Un conjoint n'est pas une possession, mais bien un compagnon avec qui vous pouvez apprendre et à vous connaître et à grandir en tant qu'être humain. Donnez le droit à la partie jalouse en vous de souffrir et dites-lui que vous allez l'aider à s'en sortir. Cette jalousie vient sûrement d'une blessure que vous avez eue lorsque vous étiez plus jeune et qui a un rapport avec votre mère. Ça vient souvent d'un complexe d'Oedipe non résolu. Est-ce que votre mère cherchait à vous priver de l'attention de votre père parce qu'elle était jalouse de l'attention qu'il vous portait? Ou étiez-vous jalouse de l'attention que votre père portait à votre mère? Je vous suggère de vous faire aider en privé si nécessaire, car si vous ne faites rien, vous pourriez devenir obsédé par vos fantasmes de faire du mal à cette jeune femme. Ce genre d'obsessions, quand elles sont mises à exécution, remplissent les journaux de mauvaises nouvelles. Je suis sûre que votre désir est plutôt de vivre en harmonie avec vous-même et les autres. Y a-t-il un danger à trop contrôler nos émotions, c'est-à-dire de risquer d'être trop rationnel et de ne plus parler avec son cœur? Le danger, comme vous dites, est de se couper de son sentier ou de sa sensibilité. De nombreuses personnes, en voulant se couper dans leurs émotions, se coupent en même temps de leur sensibilité qui est absolument nécessaire pour qu'elles soient capables d'écouter leurs vrais besoins, ainsi que pour qu'elles soient véritablement à l'écoute des autres. La personne qui ne ressent plus rien devient très rigide et écoute plutôt sa tête, son intellect, qui devient son maître. L'intellect, qui fait partie du corps mental, est composé des souvenirs, donc tout ce qui a été appris par le passé. Une personne qui se laisse diriger de la sorte par son intellect ne peut plus vivre son moment présent de façon spontanée. Il est important de savoir faire la différence entre émotion et sensibilité. Cela permet de demeurer sensible et d'éprouver des sentiments plutôt que des émotions. L'hypoglycémie est-il reliée aux émotions? Oui, indéniablement. L'hypoglycémie est principalement liée aux différentes formes de peur, surtout celles qui impliquent d'autres personnes. C'est une maladie du pancréas, qui est une glande du système digestif reliée au plexus solaire. Le plexus solaire étant la source où l'intellect puise l'énergie nécessaire à son fonctionnement, en plus d'être l'outil nous permettant d'entrer en contact avec nos désirs, il est plus facile de comprendre comment certaines de nos pensées, activités du plan mental, peuvent bloquer la concrétisation d'un désir. Plus l'activité du plan mental a pour effet de bloquer les désirs, plus l'hypoglycémie sera prononcée. Plusieurs centaines de personnes ont réglé ce problème en utilisant la notion de responsabilité enseignée par le Centre Écoute ton corps. Elles ont arrêté de se croire responsables du bonheur et du malheur des autres et ont pris en main la responsabilité de créer leur bonheur en concrétisant leurs propres désirs plutôt que ceux imaginés pour les autres.
Je vous suggère de lire le deuxième livret de cette collection, La responsabilité, l'engagement et la culpabilité. Quand je prends conscience que je mange par émotion, je cherche l'émotion vécue durant la journée et je ne trouve rien. Que dois-je faire pour trouver ou d'identifier cette émotion? À la fin de votre journée, faites une rétrospection en revoyant les événements de cette journée. Partez du soir et reculez jusqu'au matin. L'élément à rechercher est l'accusation. Avez-vous accusé quelqu'un en pensant ou en parole? En pensée ou en parole? Vous êtes-vous accusé de quelque chose? Si vous ne trouvez rien, ne forcez pas. Couchez-vous en demandant à votre subconscient de vous aider à trouver votre réponse durant la nuit. Dites-lui que vous êtes prêt à y faire face. Si vous n'avez toujours aucune réponse, lâchez prise en acceptant qu'il est peut-être mieux pour vous de ne pas le savoir pour le moment. Faites confiance à votre Dieu intérieur qui sait ce qu'il y a de mieux pour vous. Je vois que votre intention est bonne et que vous voulez améliorer votre qualité de vie. C'est ce qui compte. Personne ne peut tout contrôler, c'est-à-dire savoir exactement comment et quand ses désirs se réaliseront. Page 51. Je trouve que lorsque j'ai une émotion, mon taux d'adrénaline augmente. Pourquoi n'en parles-tu jamais? Comment le faire redescendre? Dans le troisième livre de cette collection, Les peurs et les croyances, j'explique le lien entre les peurs et les montées du taux d'adrénaline. En effet, devant un danger, le corps ainsi que le cerveau ont besoin d'un surplus de glucose qui leur apportera l'énergie nécessaire pour y faire face. Les glandes surrénales ont pour fonction de produire une hormone appelée adrénaline qui sert, entre autres, à transformer les tissus adipeux, les réserves énergétiques que le corps accumule sous forme de graisse, en glucose, une matière utilisable rapidement par le corps lorsqu'il doit faire face à un danger. Comme vous pouvez retrouver dans toute émotion une peur irréelle provenant d'une croyance mentale, vous pouvez vérifier le degré de cette peur par la montée d'adrénaline que vous ressentez. Même quand la peur est irréelle, le corps réagit de la même façon que s'il y avait un danger véritable. C'est pour cela que le fait de vivre une émotion vide l'humain de son énergie. Pour amener votre taux d'adrénaline à un niveau normal, suivez les 4 premières étapes suggérées à la fin de ce livre relatives à l'expression d'une émotion. Je vous suggère cependant de suivre les autres étapes si vous ne voulez pas vous retrouver dans des situations qui vous feraient revivre les mêmes émotions. J'ai ressenti des émotions lorsque j'ai vu un reportage à la télévision sur les enfants du Brésil. À qui puis-je parler de ces émotions pour m'en défaire? D'abord, regardons ensemble si vous avez ressenti des émotions. La réponse est oui, si vous avez accusé ceux qui abandonnaient ou maltraitaient ces enfants. Pour vous en libérer, vous devez donc suivre les étapes du pardon dans votre cœur et dans l'invisible avec ceux que vous avez accusés. Je vous suggère toutefois d'aller encore plus loin et de vous demander si ce que vous avez vu et entendu à la télévision n'est pas venu réveiller un sentiment d'injustice que vous avez vécu quand vous étiez plus jeune. Si c'est le cas, il va de soi de vivre des émotions à chaque fois que vous voyez ou vivez de l'injustice. Pourquoi? Pour vous rappeler de pardonner aux autres et de vous pardonner d'avoir accusé ou jugé certaines personnes par le passé. Si vous avez vécu de la tristesse et de la douleur pour ces enfants sans accuser qui que ce soit, c'est plutôt un signe de compassion pour eux. Cette compassion vient de votre grande sensibilité, c'est un sentiment et non une émotion. Les larmes sont un bon moyen de vérifier si vous êtes émotif ou sensible. Pleurer abondamment est un signe d'émotion alors qu'avoir des larmes qui coulent doucement est un signe de sensibilité. Faut-il absolument aller voir la personne à qui il faut pardonner? Quand il y a l'impossibilité de communiquer pour différentes raisons, éloignement, personne injoignable, inconfort à l'idée de discuter, peur de blesser, etc., puis-je quand même faire le cheminement du pardon? Je ne peux m'empêcher de noter que vous utilisez deux fois le mot faux dans votre question. Pardonner vous semble une corvée. Je comprends pourquoi vous vous trouvez des excuses pour ne pas le faire en personne. Vous pouvez accorder votre pardon même si vous n'allez pas parler à la personne concernée, mais lorsque vous aurez vécu une expérience de pardon véritable, en suivant chacune des étapes mentionnées à la fin de ce livre, vous ne serez plus dans le « il faut ». Vous n'hésiterez plus à aller voir l'autre personne, vous penserez plutôt « je veux le faire car je sais c'est le seul moyen pour arriver à la paix intérieure que je recherche ». Expérimentez-le et vous verrez par vous-même. Si vous n'en voulez plus à l'autre, mais qu'il est quand même pénible pour vous d'aller voir la personne pour faire la 5e étape, c'est parce que vous ne vous êtes pas pardonné à vous-même d'en avoir voulu à l'autre et de l'avoir accusé. Se pardonner à soi-même est l'étape la plus importante.
à des moyens souvent utilisés par ceux qui se trouvent des excuses pour ne pas aller voir la personne concernée et de lui écrire. C'est mieux que de ne rien faire. La raison principale pour laquelle je suggère fortement de suivre toutes les étapes suggérées à la fin de ce livre et d'aller demander pardon de vive voix à la personne concernée est la suivante. C'est une excellente excuse ou occasion pour communiquer votre amour en parole en plus de le ressentir. Les effets merveilleux qui en résulteront ne seront palpables qu'après. Pour vous donner envie de le faire et pour vous encourager à persévérer jusqu'au bout, voici quelques-uns de ces effets. L'énergie et la lumière que ces paroles d'amour apporteront à chacun. L'ouverture au niveau du centre d'énergie cardiaque, localisé au milieu de la poitrine, qui sera nécessaire pour vous donner assez d'amour pour accepter de vous pardonner. L'ouverture du centre d'énergie laryngé, localisé à la base du cou-gorge, qui sera nécessaire pour vous exprimer face à l'autre. Cette ouverture vous aidera à créer davantage votre vie, car c'est le centre de la volonté du je veux. C'est en disant je veux et non pas seulement j'espère que vous créerez votre vie selon vos besoins. L'ouverture du centre d'énergie frontal, localisé entre les deux yeux, à la racine du nez, qui sera nécessaire pour éprouver de la compassion pour l'autre. Le centre frontal est le centre de l'amour inconditionnel et de l'humanité, le centre de la vision intérieure et de l'intuition, l'exemple que vous donnerez à une autre personne. Ce qui peut lui donner le courage de faire elle-même la même chose envers quelqu'un d'autre. L'occasion de pouvoir vérifier en l'exprimant si le pardon est véritable. Ces raisons sont-elles suffisantes pour vous donner le désir de rencontrer la personne concernée? Je l'espère pour vous. Retenez cependant ceci, vous en serez le plus grand bénéficiaire. 55. Pourquoi les émotions sont-elles plus difficiles à vivre avec mon conjoint? Pour vous, c'est plus difficile avec votre conjoint. Pour d'autres, c'est avec les enfants, les patrons, les parents, etc. La raison de cette difficulté est le fait que certaines personnes vous reflètent davantage que ce que vous n'acceptez pas de vous-même. Ce que vous n'acceptez pas de vous-même. C'est ce qui vous fait réagir avec votre conjoint. Celui-ci vous reflète des aspects ou des parties de vous que vous n'aimez pas et que vous ne voulez pas accepter. Vous l'accusez au même degré que vous vous accusez vous-même inconsciemment. Il est justement dans votre vie pour vous aider à devenir conscient de ces parties que vous n'acceptez pas. À travers lui, vous avez l'occasion de vous connaître davantage. C'est ce qu'on appelle la théorie du miroir. Votre conjoint vous donne donc l'occasion d'apprendre à vos relations intimes. Je me suis aperçu que mes allergies venaient d'une rancune et d'une perte de contrôle. En combien de temps puis-je espérer une guérison à partir du moment où j'en ai pris conscience? J'étais témoin d'un très grand nombre de guérisons depuis le début des coups de ton corps et je me suis rendu compte que l'étape de la prise de conscience de la cause d'un malaise est insuffisante pour le guérir. J'ai constaté que l'élément déclencheur du processus de guérison est le pardon de soi, qui est la quatrième des étapes pour se libérer d'une émotion en demandant pardon, suggéré à la fin de ce livre. Vous savez que vous vous êtes accordé à vous-même pardon véritable lorsque vous pouvez ressentir ce qui suit. Imaginez-vous être en présence de l'enfant que vous étiez, cet enfant qui a souffert et qui a accusé quelqu'un d'autre. Prenez cet enfant dans vos bras tout en ressentant beaucoup de compassion pour lui maintenant que l'adulte que vous êtes sait que cette accusation a été causée par sa souffrance. L'enfant en vous ne le sait pas, il a besoin de l'entendre et surtout il a besoin de se sentir accepté et pardonné. Lorsque vous pouvez avoir ce genre de compassion pour vous-même, vous pouvez l'avoir pour d'autres. Seriez-vous capable de prendre dans vos bras quelqu'un qui vous a accusé en sentant sa souffrance, sa douleur,
et ses peurs et ce sans lui en vouloir. Si oui, vous pouvez espérer une guérison. Je peux pardonner à une personne, mais je ne veux pas aller la voir parce qu'elle a été trop méchante avec moi. N'est-ce pas me respecter que d'agir ainsi? Vous n'avez malheureusement pas pardonné à l'autre car si c'était le cas, vous n'estimeriez plus qu'elle a été méchante avec vous. Vous reconnaîtrez plutôt sa souffrance. Je vous suggère fortement de réviser les étapes du pardon suggérées à la fin de ce livre. Votre ego aimerait bien que ce soit du respect, mais si vous vous respectiez vraiment, vous ne vous feriez pas souffrir ainsi en continuant à lui en vouloir. Croyez-vous que quelqu'un qui vous fait souffrir vous respecte? Si vous choisissez de respecter votre rancune, vous aimez souffrir. Lorsque je pardonne à quelqu'un, que se passe-t-il de son côté? Le fait de pardonner annule-t-il l'injustice qu'il a eue? Autrement dit, si je pardonne, la personne aura-t-elle quand même à payer pour ce qu'elle a fait? Si vous voulez que l'autre paye pour l'injustice qu'elle a commise, vous ne lui avez pas pardonné. L'un des grands bienfaits du pardon est que vous ne jugez plus l'expérience que vous avez vécue comme une injustice. Vous la voyez avec les yeux de votre cœur plutôt qu'avec les yeux de votre ego, c'est-à-dire comme une expérience nécessaire à votre évolution. D'ailleurs, c'est vous qui avez décidé que c'était une injustice. Pourquoi l'autre devait-il récolter de l'injustice et selon lui, il n'a rien fait d'injuste? Que vous lui pardonniez ou non, cela ne change rien à la récolte ou karma de l'autre. Personne n'a le pouvoir d'arrêter la loi du cause à effet. L'autre récoltera en fonction de ses intentions et de sa motivation. Pour votre part, en pardonnant aux autres, votre récolte à vous sera le pardon, l'amour et la guérison. Votre récolte devrait vous suffire, inutile de vous inquiéter de celle des autres. Je veux résoudre un problème de burn-out en demandant pardon à ma mère, mais celle-ci est décédée. Comment puis-je le faire concrètement? Suivez les étapes du pardon proposées à la fin de ce livre, mais quand vous arriverez à la 6e étape, parlez à la personne concernée, je vous suggère de faire appel à votre imagination. Visualisez-vous assise à côté de votre mère. Vous lui parlez, puis vous la prenez dans vos bras. Demeurez en contact avec ce que vous ressentez. Vous pourriez aussi procéder de la façon suivante. Placez une chaise en face de vous et imaginez que votre mère est assise sur cette chaise. Parlez-lui à haute voix et prenez le temps d'écouter ses réponses à l'intérieur de vous. Suivez ainsi toutes les étapes en sentant ce qui se passe en vous. Votre mère recevra votre pardon dans l'invisible. Rien ne se perd dans l'univers. Comment puis-je arriver à contrôler mon anxiété face à la solitude et les émotions que je vis? Ce n'est pas en vous contrôlant que vous aurez de bons résultats. Je vous suggère plutôt de vous donner le droit de vivre ces émotions. Lorsque vous êtes seul, parlez aux différentes parties de vous qui souffrent. Dialoguez avec elles. Ayez de la compassion pour elles. Ne les jugez pas et ne les accusez pas, surtout pas. Devenez conscient du fait que vous avez créé cette partie de vous pour vous protéger de certaines blessures. Vous semblez désirer ressentir moins de solitude. Alors demandez-vous ce qui pourrait vous arriver de désagréable si vous n'étiez pas seul. Vous avez décidé quand vous étiez plus jeune de vivre dans la solitude en croyant que cela vous protégerait de quelque chose ou de quelqu'un. Lorsque vous aurez trouvé de qui ou de quoi vous vous protégez, négociez avec la partie de vous qui croit que la solitude est préférable à la vie sociale. Dites-lui que vous n'êtes plus la même personne maintenant et que vous voulez vivre d'autres expériences. Cette méthode apporte de merveilleux résultats. Je l'explique plus en détail dans le 3e livre de cette collection, Les peurs et les croyances. Comment puis-je devenir conscient d'une rancune contre un de mes parents, alors que cette rancune est inconsciente? Comment savez-vous que vous entretenez une rancune si elle est inconsciente? Je crois plutôt que vous êtes conscient de la rancune, mais non de sa cause. Pour la découvrir, je vous suggère de vous observer lorsque vous êtes en présence de personnes du même sexe que le parent contre lequel vous croyez avoir de la rancune. Les accusez-vous de quelque chose? Si oui, de quoi? Si aucune réponse ne vient, ne forcez pas. Je ne crois pas que l'évolution spirituelle puisse s'effectuer en forçant. Continuez à entretenir le désir d'arriver à aimer inconditionnellement, à ne plus en vouloir à personne et vous serez guidé dans la bonne direction en temps et en lieu. Si la personne à qui je pardonne n'est pas réceptive à ce moment-là, à cause de sa souffrance, est-ce que l'effet du pardon en moi est la même? En ce qui vous concerne, les effets du pardon sont les mêmes à la condition que vous soyez vous-même pardonné. Il est important de respecter l'autre dans sa façon de recevoir un pardon.
De nombreuses personnes ne sont pas préparées à recevoir soudainement une grande vague d'amour comme celle qui déferle avec le pardon. Certains demeurent bouche bée, d'autres pleurent, changent de sujet, font des blagues ou encore quittent la pièce, etc. Ce sont surtout les personnes rigides, celles qui se sont coupées de leurs sentis, qui réagissent ainsi. En demeurant en contact avec la souffrance de l'autre et en respectant celle-ci, il y a plus de chances pour que la dose d'amour reçue soit absorbée progressivement dans les jours qui suivent. Est-ce que je peux être agressif lorsque je suis en colère? On me dit de surveiller mes paroles. J'ai l'impression que je vais éclater à l'intérieur de moi quand je me retiens. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il n'est pas bon de se retenir, de se contrôler car personne ne peut se contrôler indéfiniment. Lorsque ça finit par sortir, il y a souvent des pertes de contrôle et cela engendre d'autres émotions parce que vous vous accusez par la suite d'en avoir trop dit. Ressentir de la colère est très humain, mais l'idéal est d'apprendre à faire de saintes colères. Faire une sainte colère, c'est vous donner le droit d'être en colère sans vous juger, c'est expliquer à d'autres la colère que vous vivez face à vous-même. En effet, nous avons beaucoup plus souvent de la colère contre nous-mêmes que contre les autres. De prime abord, nous croyons être en colère contre quelqu'un d'autre, mais par la suite, en y pensant bien, nous prenons conscience que nous nous en voulons de nous être laissés manipuler, de ne pas avoir fait nos demandes clairement, de ne pas avoir pris notre place ou de ne pas avoir exprimé nos limites, etc. Ainsi, même si votre colère sort avec agressivité, au moins vous n'accusez pas l'autre. Cela vous aide à conscientiser ce que vous vivez et il ne vous reste plus qu'à vous pardonner de vous être accusé, voir la 4e étape à la fin de ce livre. Comment puis-je arriver à contrôler mes émotions vis-à-vis des agissements de mon conjoint qui se drogue? Comment puis-je accepter ses amis qui se consomment également? La réponse donnée à la personne qui passe son temps à pardonner à son conjoint après qu'il a consommé trop d'alcool à la page 45 de ce livre convient parfaitement à votre question. Je vous suggère de la lire. Est-il vrai que c'est parce que nous vivons des émotions que nous devons revenir sur Terre? Nous devons revenir sur Terre tant que nous avons des désirs terrestres. Comme toute émotion cache un désir non satisfait, il se révèle donc vrai que nous devrons revenir jusqu'à ce que nous n'ayons plus d'émotions. Par contre, je vous suggère fortement de revoir les désirs dissimulés derrière vos émotions, car la plupart sont fondés sur des peurs et ne sont donc pas réalistes. Vous devez donc en faire le deuil parce que la concrétisation de ces désirs ne serait pas bénéfique pour vous. Vous vous éviterez ainsi la nécessité d'avoir à vous réincarner dans le but d'apprendre à renoncer à ces désirs. Je m'occupe de mon père de 70 ans depuis 2 mois. Il ne fait rien parce qu'il est assommé par les 10 médicaments. J'essaie de l'accepter et de l'aimer, mais c'est plus fort que moi, je vis beaucoup d'émotions. Je deviens agressive car je manque d'intimité chez moi. Que puis-je faire? Personne d'autre dans la famille ne veut l'héberger et ne veut pas aller vivre chez des étrangers. Les émotions que vous vivez sont davantage en relation avec vous-même qu'avec votre père. Vous vous en voulez sûrement de vous être placé dans une telle situation. Le plus difficile doit être de ne pas savoir combien de temps vous aurez à vivre cette situation. Ça pourrait être plusieurs années. Y a-t-il un engagement formel entre vous et votre père concernant le fait que vous vous en occupiez jusqu'à sa mort? Occuperiez. Que vous vous soyez engagé envers lui ou non, je vous suggère de vérifier vos limites, de voir jusqu'où vous êtes prête à aller. Ensuite, expliquez à votre père ce que vous vivez. Dites-lui pendant combien de temps encore vous pourrez le garder chez vous afin de le préparer psychologiquement à un changement éventuel. Pendant ce temps, faites des démarches pour lui trouver un nouveau lieu de vie. Même si votre père ne veut pas aller chez des étrangers, c'est à vous de décider. Vous aimez-vous suffisamment pour respecter vos limites? Faire des actions parce que vous vous respectez ne signifie pas que vous n'aimez pas votre père. Vous pouvez même voir un acte d'amour le fait de ne pas lui imposer de vivre avec une personne agressive. Il le sent sûrement que vous n'êtes pas satisfaite de votre décision. Par contre, avant de faire quoi que ce soit, n'oubliez pas de vous pardonner en vous donnant le droit d'avoir des limites. Si vous renvoyez votre père et que par la suite, vous vous sentez coupable, vous n'aurez rien réglé puisque vous vous serez créé de nouvelles émotions. Je suis le père de 2 adolescentes. Comment ne pas vivre d'émotions alors que c'est le désordre total chez nous? Mes 2 filles n'en font qu'à leur tête. Mon épouse et moi ne savons plus quoi faire. En général, lorsque les parents sont à la merci de leurs enfants, c'est le signe qu'ils vivent de la culpabilité vis-à-vis de leurs enfants. Vous êtes-vous senti coupable de ne pas avoir accordé suffisamment de temps à vos filles ou à une autre raison? C'est peut-être que vous les ayez laissées prendre de plus en plus de contrôle au fil des années pour tenter de vous déculpabiliser.
Quelle que soit la raison pour laquelle vous avez été trop permissif et avez perdu le pouvoir de diriger votre propre maison, il n'est pas trop tard pour vous reprendre. Décidez avec votre épouse de ce que vous voulez vraiment dans votre maison. Ensuite, réunissez-vous avec vos filles pour leur faire part de ce que vous vivez et de ce que vous voulez dorénavant. Ne les accusez pas car c'est surtout contre vous-même que vous vivez de la colère. Ensuite, écoutez leurs demandes. Elles seront sûrement différentes des vôtres. À vous quatre, essayez de trouver un terrain d'entente, une juste milieu entre ce que vous désirez et ce que désirent vos adolescentes. Vous et votre épouse devrez, par contre, être fermes dans vos décisions parce que vos filles étant fermes. Et fermes dans vos décisions parce que vos filles étant habituées à tout diriger, pourraient essayer de nouveau. Une habitude ne disparaît pas du jour au lendemain. Souvenez-vous que vous êtes chez vous et que vous avez tous les droits du monde de faire des demandes dans votre propre maison. Comment puis-je arriver à pardonner à mes parents qui me comparent aux autres depuis longtemps? En suivant les étapes du pardon suggérées à la fin de ce livre. Pour réussir à la troisième étape, imaginez qu'eux-mêmes se comparent sans cesse aux autres en se rabaissant et que depuis votre enfance, votre naissance, ils aspirent à ce que vous réussissiez mieux que eux. S'ils vous ont tant comparé aux autres, c'est parce qu'ils avaient beaucoup d'attentes. Voyez l'amour dans leurs attentes. Ils ont sûrement cru qu'en vous comparant aux autres, vous vous amélioreriez. Ne vous arrêtez jamais de vous comparer aux autres. Et lorsque vous le faites, votre intention n'est-il pas de vous améliorer? En général, personne n'aime cette forme d'amour, mais lorsque vous arriverez tout de même à voir l'amour qui se cache derrière l'attitude de vos parents, cela vous aidera à ne pas vivre d'émotions ni de rancune. Mon père est mort il y a 6 ans. Je lui en ai beaucoup voulu pour son absence. Comment puis-je arriver à lui pardonner? En suivant toutes les étapes du pardon suggérées à la fin de ce livre, vous arrive-t-il d'être parfois absent pour certaines personnes que vous aimez? Est-ce que ça veut dire que vous ne les aimez pas? Votre père vous a peut-être fait une très grande faveur en vous quittant. Cette absence vous permet d'apprendre le détachement, l'autonomie. Il ne vous reste qu'à faire votre part, votre père a fait la sienne. Que puis-je faire pour arrêter de vivre autant de colère lorsque je vois mon embonpoint dans un miroir? Prenez le temps de vous arrêter et notez toutes les accusations dont vous vous inondez et qui vous mettent en colère, tant en colère. Vous accusez-vous par exemple de ne pas avoir assez de volonté, de ne pas être assez belle ou de ne pas être désirable, si vous dites-vous que c'est honteux, etc. Ensuite, supposez qu'une de vos amies fasse le même poids que vous et que vous l'accusiez de la même façon. Trouviez-vous que cela est mérité? Croyez-vous être juste envers elle? Pourriez-vous lui faire croire par la suite que vous l'aimez beaucoup? Je vous suggère l'exercice suivant. Prenez 2 chaises et placez-les l'une en face de l'autre. Dans l'une s'assied la petite voix dans votre tête qui vous accuse et dans l'autre votre ami, votre être, qui se fait accuser. Débutez en donnant la parole à la partie accusatrice, puis changez de chaise pour donner la parole à la partie qui se fait accuser. Changez de chaise à chaque fois que l'une d'elles veut parler. Cette méthode est excellente pour développer le sentir. Vérifiez comment se sent votre ami après que vous lui avez parlé. Demandez à la partie qui accuse pourquoi elle agit ainsi. Reconnaissez que la petite voix qui vous accuse d'être trop grosse ne veut que votre bien. Trouvez ensemble un terrain d'entente. Permettez à cette petite voix de trouver un autre moyen pour vous faire du bien. Vous avez sûrement besoin d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes dans cette vie-ci. Alors pourquoi ne pas le faire maintenant? Vous accepter ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec le fait d'avoir le corps que vous avez actuellement. Vous acceptez vous aimer malgré l'excédent de poids, implique que vous soyez capable de voir toutes vos qualités et de votre grand cœur, même si votre corps n'est pas mince. En y pensant bien, le choix paraît évident. Votre attitude actuelle ne vous apportant aucun résultat satisfaisant, autant physiquement que psychologiquement, qu'avez-vous à perdre? Et qui sait, peut-être qu'après votre acceptation, votre corps se transformera. De toute façon, en vous acceptant, vous ne souffrirez plus, même si votre corps ne se transforme pas. Comment arriver à pardonner un patron et un collègue de travail qui m'ont dénigré alors que je considère avoir fait mon travail du mieux que je pouvais? À leurs yeux, je ne collaborais pas et j'ai finalement été congédiée. Je vous suggère de regarder ce qui vous a dérangé le plus dans leur attitude.
Supposons que ce soit l'injustice. Si vous acceptez l'idée que nous récoltons seulement ce que nous semons, demandez-vous dans quelles circonstances vous êtes ou avez été injuste. Si vous ne trouvez rien, posez la question à ceux qui vous connaissent bien, vos enfants par exemple. Vous verrez ce que certains considèrent comme étant injuste ne l'est pas nécessairement à vos yeux. Se peut-il donc que l'attitude du patron et du collègue du travail n'était pas ce que vous avez perçu? Lorsque vous aurez découvert que ces deux personnes ont été placées sur votre chemin de vie pour vous aider à vous connaître et à vous accepter davantage, vous ne pourrez plus leur en vouloir. Il vous sera facile par la suite de suivre les étapes du pardon suggérées à la fin de ce livre. En réglant ce problème avec eux, vous vous préparerez de bien meilleures conditions de travail pour l'avenir. Le verre était là pour l'instant. La suite plus tard.